Bonjour tout le monde, bienvenue sur le cours d'algorithmie. On se retrouve pour un nouvel algorithme qui est le tri par sélection. Je l'ai énuméré dans d'autres vidéos, parce que c'est un petit peu avec le tri par insertion et le tri à bulles. On va dire les trois exemples de tri qu'on étudie généralement quand on fait un peu de programmation, un peu d'algorithmie. Non pas pour leur efficacité, mais comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, pour comprendre un petit peu les différents mécanismes et les différentes opérations qui peuvent être effectuées, puisqu'on peut retrouver certains de ces mécanismes dans d'autres algorithmes qui eux sont plus performants pour le coup. Donc c'est bien de comprendre un petit peu comment tout cela fonctionne. Alors le tri à bulles avait un fonctionnement bien particulier, le tri par insertion aussi, ça va de soi, hein, d'où les noms un petit peu qu'on leur donne. Et ici nous avons le tri par sélection ou tri par extraction, on peut retrouver différents noms utilisés pour ce dernier, qui vont en fait fonctionner par un ensemble de candidats. Donc on va travailler sur une collection comme d'habitude, ça ne change pas. On va reprendre un petit peu l'idée du tri par insertion qui est de considérer par exemple que on va pas considérer une partie tri, une partie non triée, c'est pas ça, mais ce que je veux dire c'est que nous allons commencer à travailler déjà à partir du premier élément que nous avons dans notre tableau. Le but consiste à se dire, bon ok, on a cette valeur là, d'accord, qui est gardée ici, le 2, dans mon tableau là, et on va ensuite le comparer à l'ensemble des éléments que nous avons qui reste en tout cas de notre collection pour trouver le minimum là-dedans. D'accord. Donc il ne s'agit pas pour moi de faire une comparaison ici, il s'agit de vérifier par rapport à ce que l'on a là. Donc on vérifie le plus petit élément qu'on a pour le reste. Donc là on a moins 3, donc on peut considérer, bon bah pour le moment c'est lui, ok. Ensuite on regarde 4, est-ce que c'est plus petit que moins 3? Non. Est-ce que 1 est plus petit que moins 3? Non. Est-ce que 8 l'est? Non. Est-ce que 6 l'est? Non. Donc c'est le candidat idéal par rapport à ce qu'on va faire, d'accord, ici, le moins 3. Et on peut donc permuter les deux éléments, donc faire un switch, un swap, le terme anglais, et on inverse les deux éléments. Le moins 3 se retrouve ici, le 2 se retrouve là. Et ainsi de suite. D'accord. On va observer ensuite la même chose, comparer chacun des candidats. Donc là, on va retrouver, alors on aurait ici le moins 3 et le moins 2. Je vais mettre dans là-dedans. Et le 2, pardon, pas le moins 2. Et ensuite, on regarde, on a le 2. Ok. Et on va vérifier à chacun des autres éléments qu'on a. On a le 4 pour le moment. Ensuite, on vérifie le 1, est-ce qu'il est plus petit que 4? Oui, donc c'est lui le nouveau minimum. Ensuite, on a 8, est-ce qu'il est plus petit que 8? Non. On a 6, est-ce que c'est plus petit que 1? Non. Donc c'est lui le minimum par rapport à ce que nous avons là. Donc c'est son indice. Ok. Et on effectue une permutation entre les deux. Le 1 finit ici et l'autre finit là. Donc cette fois-ci, on a le 1 et on a le 2 qui est là. Ok, et ainsi de suite. Ensuite, c'est le 4, et vous avez compris un peu le principe jusqu'au bout. Forcément, ceux qui ont un petit peu comme ça, qui arrivent visuellement à se représenter les choses, ont compris que c'était un algorithme qui, peu importe comment les éléments sont, d'accord, par rapport aux tests qui sont faits, eh bien on va devoir de toute façon effectuer tous les parcours. C'est-à-dire qu'on va devoir effectuer toutes les comparaisons à chaque fois, quoi qu'il arrive. Donc en termes de complexité, pareil, avec le tri à bulles, on n'est pas pour ce qui est le plus performant, d'accord, on est aussi sur une complexité quadratique. Donc forcément, c'est pas des plus efficaces si on va avoir un tri rapide à effectuer sur un ensemble d'éléments, surtout quand on a une collection qui est importante. Mais pareil, les mécanismes sont intéressants un petit peu à étudier et de voir comment tout cela fonctionne. Voilà visuellement en tout cas pour la représentation de ce tri. Donc c'est pareil, hein, c'est assez simple une fois qu'on schématise un peu, et je vous invite à le faire hein, quand il y a quelque chose que vous ne comprenez pas en termes d'algorithme. De visuellement vous représenter les choses, ça aide largement et bien mieux en tout cas à comprendre un peu ce qui se passe, surtout quand on parle de manipulation de données en mémoire, etc., ou dans des collections. C'est quand même plus simple de se représenter comme ça plutôt que dans sa tête. On va écrire directement le code. Alors par contre, je vois que j'ai marqué tri par insertion, parce que je n'avais pas changé le nom du fichier. Tri par sélection, et on va directement écrire notre pseudocode. On va reprendre comme pour les autres tris, un peu la même partie ici, collection d'entiers. Je vous refais pas le même texte, vous avez compris, pas de générique. Pour la taille, pareil, ça dépend du langage, mais ici je la passe en paramètre de la fonction. Non, pas fin d'onction, mais fin fonction, c'est mieux. Et nous avons cette partie. On va avoir tout un ensemble qui va être fait sur le parcours complet. Comme pour le tri par insertion, on part de tout. Par contre, évidemment, on part pas en fait, on prend pas toutes les parties, d'accord. Déjà, on part de 0, effectivement, parce qu'on va comparer ça, et on va jusqu'à taille moins 2 cette fois-ci. Donc il y a des petites quand même différences par rapport à l'autre. Donc pour y aller en 2, 0, 0 cette fois-ci,
taille -2, faire et le fin pour qui est ici, et on va voir l'ensemble de notre algorithme qui va être là. On a besoin d'avoir quelque chose pour sauvegarder à chaque fois le minimum, d'accord, puisqu'on vérifie, ok, on vérifie à chaque fois, mais dès qu'on en trouve un, il faut qu'on puisse dire, ah bah c'est le minimum, donc je le sauvegarde quelque part, dans une variable temporaire. Sinon, on perd l'information à chaque fois. Donc il nous faut a priori ceci. Je vais mettre indice min. Pour le moment, on va considérer que c'est lui. Ok, c'est i. Pour le moment, c'est pas. Donc je rappelle que c'est l'indice qu'on prend, c'est pas la valeur. C'est vraiment à quel indice, en fait, on a l'élément minimal. On a celle-ci. On va faire notre boucle. Ensuite, pour j, donc on part avec une variable pareille de compteur. Allons de i plus 1. Puisque rappelez-vous, on compare toujours avec l'élément après. Ok, donc i plus 1. À taille -1. Puisqu'évidemment, on ne veut pas déborder de la collection. Et à nouveau, on a ici une boucle. Et là, on effectue nos comparaisons. Okay, donc là, le but, c'est de trouver vraiment l'indice minimal, d'accord, dans la partie, on va dire, non triée, parce que forcément, après, on finit par trier les éléments qu'il y a au début. Donc ensuite, on s'occupe de ce qui vient après. Ça rejoint ça, le principe du tri par insertion. C'est que au fur et à mesure, on trie comme ça les éléments à gauche jusqu'à terminer par le dernier. Donc le dernier élément à trier, éventuellement, c'est celui qui sera le plus, on va dire, à droite dans mon tableau, même si ça n'a pas beaucoup de temps de dire ça comme ça. Et ensuite, on effectue nos conditions. Si l'élément qui est à l'indice J est inférieur, parce que le but, encore une fois, c'est de faire ici un tri croissant, à l'élément à l'indice min, ok, alors on enregistre celui-là, on le sauvegarde, rappelez-vous, si c'est le minimum, on se dit, ah, bah c'est lui, donc on le garde dans notre variable temporaire ici, important. On dit, c'est lui, on le sauvegarde. Pour le moment, on ne fait pas de permutation, juste on se dit, jusqu'à présent, au stade où on en est, c'est lui le plus petit, donc on le met dans cette variable temporaire qui permet de sauvegarder en tout cas l'indice dans lequel il est, et on a ça. Et ensuite, puisque j'ai apporté une petite amélioration, on peut toujours faire des petites améliorations, ce qui ne va pas changer, là, ça ne va pas améliorer en termes de complexité l'algorithme, dans tous les cas. Il restera long quoi qu'on fasse, mais juste on peut économiser certaines opérations, dans tous les cas. Et on va pouvoir ajouter ici une autre vérification, de se dire, eh bien si l'indice minimum est différent de i, alors on va effectuer la permutation. Sinon, ça n'a aucun sens. On ne va pas changer en fait les valeurs si on n'a pas de... Voilà, si c'est identique, on ne fait pas de permutation. On ferait des opérations en fait inutiles, donc on s'économise quelques instructions ici. Et là, on va passer par un élément temporaire. Alors je le déclare ici. Si vous voulez optimiser en termes de création de variables, on pourrait très bien le créer au début de notre fonction, pour éviter de recréer à chaque fois une variable ici. Mais c'est pas pour ce que ça coûte non plus. Donc temporaire. Et là, on va faire la permutation. Donc la permutation, généralement, c'est on crée une variable temporaire, on met dans la variable temporaire une des valeurs, on permute, et ensuite on affecte la variable temporaire à l'élément qu'on a perdu. Donc ça, c'est vraiment un ensemble de 3 instructions classiques. Certains langages comme Python, par exemple, permettent de faire ça en une opération. On a justement un système de swap qu'on peut faire directement avec l'usage notamment des NUplay au niveau de Python. Mais sinon, pour la quasi-totalité des langages, on passe par une variable temporaire pour faire ces opérations-là. Collection, indice min, donc là, il ne faut pas se tromper. Voilà, on sauvegarde temporairement cette valeur-là. Maintenant que ça s'est sauvegardé, on peut l'écraser, il n'y a pas de problème. Donc c'est ce qu'on fait ici. On lui affecte collection de i. Et ensuite, puisque cette fois-ci, on veut changer collection de i, vous voyez, c'est toujours dans cet ordre-là, eh bien, on lui affecte la valeur temporaire. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait simplement une permutation de valeur. Ça termine ici, dans la condition, les opérations à faire pour la permutation. On a terminé le parcours là, classique, et on a terminé avec notre fonction. Donc pareil, il n'y a pas énormément de code à faire par rapport aux explications que je vous avais données visuellement. Mais en tout cas, ça vous montre un petit peu comment les choses se mettent en place. Donc ça, attention, parce que sinon ça peut être le piège. Pareil, sur les langages, vous allez voir comment vous implémentez ça, n'oubliez pas. Pour pas vous tromper entre les moments où s'arrêtent les collections, le fait que le tableau commence à l'indice 0, etc. C'est souvent des petites erreurs qu'on peut faire quand on fait, par exemple, on transcrit ça en un langage de programmation. Donc il faudra faire attention. Mais normalement, bon, ça devrait aller si vous avez l'habitude. Ça ne devrait pas vous poser beaucoup de difficultés. On va s'arrêter là,
tout est fait, hein. De toute façon on reste sur des algorithmes qui sont assez courts ici, hein. Il n'y a pas énormément de difficultés, énormément d'explications à donner, mais vous avez comme ça un exemple de tri par sélection qu'on peut faire avec, comme je vous disais, petite amélioration pour éviter de faire cette permutation à chaque fois. Si vous ne faites pas la condition, vous ferez forcément ces opérations-là, alors que parfois elles ne sont pas nécessaires. Donc ici, encore une fois, on les fait sous une certaine condition, mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Vous pourrez trouver tout à fait une autre version de l'algorithme qui, elle, ne ferait pas forcément cette vérification-là. Parce que comme je vous l'avais dit, il n'y a jamais qu'une seule et unique solution dans ces différents algorithmes, quoi qu'il en soit. En tout cas, moi, là, on a fait le tour un petit peu avec ça. Donc là, vous avez, de toute façon, vous avez vu que sur la playlist, vous avez quand même pas mal d'algorithmes. Au niveau des tris, on a les 3 algorithmes, un tri par sélection, tri par insertion et le tri à bulles, qui sont, on va dire, les trois tris considérés comme lents, mais qui sont intéressants à étudier, parce que simples, hein, finalement, à étudier en termes d'algorithmie, simple à implémenter aussi, dans n'importe quel langage de programmation. Je vous renvoie d'ailleurs dans la description de la vidéo. Vous avez comme d'habitude des exemples d'implémentation dans plein de langages, hein, notamment ceux abordés sur la chaîne. Ça, si jamais, alors, évidemment, si vous voulez faire un exercice, essayez de les implémenter par vous-même dans les langages que vous connaissez. Mais si, on va dire, vous cherchez une correction ou un exemple de correction, vous avez dans la description de la vidéo le lien qui ramène directement vers des exemples d'implémentation pour voir un petit peu tout ça et pour l'ensemble un petit peu des algorithmes vus sur la chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos en tout cas. Et si vous avez des questions par rapport à ça, qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément comprises, hein, ça peut arriver, n'hésitez pas bien sûr à les poser dans les commentaires. Ciao tout le monde.